Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale Sweet Home, une des séries coréennes que je préfère, voire peut-être ma série coréenne préférée avec My Name. Voilà, après j'aime bien d'autres séries comme All of Us Are Dead qui est sympa, Squid Game c'est sympa, honnêtement je suis pas un bandeur de Squid Game, hein, voilà. Surtout je trouve que faire une saison 2 c'est une très grosse erreur. Mais on en reparlera un peu plus tard de Squid Game parce que euh, il y a un effet qui s'est passé dans cette saison 2 de Sweet Home qui, je pense, va également se produire dans la saison 2 de Squid Game. Donc on en reparlera un peu plus tard. Du coup, dans cette vidéo, un peu comme d'habitude, je vais vous parler des bons points et des mauvais points de cette saison 2 de Sweet Home. Avec spoil et sans spoil, hein, voilà, je vous préviendrai à chaque fois quand la partie spoil commence. Euh, du coup, cette vidéo va sortir le 6 décembre et du coup, la série sera sortie depuis déjà 5 jours puisqu'elle est sortie le 1er décembre. Mais voilà, je préfère quand même garder, ça fait moins d'une semaine qu'elle est sortie, donc je préfère quand même garder des parties spoil au cas où. Du coup, vous allez vous rendre compte dans cette vidéo euh, qu'il y aura plus de mauvais points que de bons points. Et pourtant, ça reste quand même une série que j'aime énormément. Et même cette saison 2, pour spoiler un peu mon avis, j'ai beaucoup aimé cette saison 2. Mais c'est vrai que comparé à la saison 1, eh ben, il y a forcément moins bonne que la saison 1. Donc, du coup, vous verrez que je vais avancer un peu plus de défauts, qui sont beaucoup des défauts que je compare par rapport à la saison 1 en elle-même et des fois juste à la saison en elle-même. Euh, voilà. Du coup, on se lance. Première partie, les mauvais points sans spoil. Donc là, vous pouvez regarder, je ne spoilerai pas la saison 2. Le premier mauvais point, c'est que les monstres sont toujours aussi mal animés. Alors, pour la saison 1, à la limite, on pouvait comprendre. Et encore, je trouve même que dans la saison 1, les monstres sont beaucoup mieux faits que dans la saison 2. Même s'il y a certains monstres qu'on a connus, euh, qu'on revoit un peu en mode caméo, voilà, je vous dirai pas lesquels, qui sont plutôt bien faits, mais c'est plus les monstres secondaires, voilà, les principaux qu'on peut croiser en soi, ils sont plutôt bien faits, même si bah, en soi tu vois clairement que c'est de la CGI et que voilà, ça sent qu'ils sont pas là les monstres. Je veux dire, t'as des films de monstres où tu pourrais limite y croire que les créatures existent. Je sais pas, quand tu prends un film comme Alien, bah, le Alien, bon, c'est de la science-fiction, on sait que ça n'existe pas, mais visuellement, tu peux y croire tellement la créature est bien faite. Là, visuellement, les créatures dans Sweet Home, hein, que ce soit la saison 1 ou la saison 2, bah, t'y crois pas, ça sent l'animation, euh, le fond vert et tout ça. Et ça, c'est un peu dommage. Et c'était déjà un défaut dans la saison 1, même si je trouve que les créatures dans la saison 1 sont plutôt pas mal encore. Et de toute façon, le point suivant est toujours sur les monstres. Mais ici, bah, je trouve qu'ils sont toujours aussi mal animés. Ce qui est con parce que
Ce qu'il faut savoir, c'est que Sweet Home, c'est la première série coréenne qui a cartonné sur Netflix. C'est-à-dire que Sweet Home a cartonné, et ensuite, c'est Squid Game qui lui a fait un plus gros carton. Et du coup, on n'a parlé que de Squid Game. Et malheureusement, bah, des séries comme Sweet Home ont fini par être éclipsées. D'autres séries incroyables comme All of Us Are Dead ou My Name, hein, My Name qui est également dans le top 3 de mes séries coréennes préférées, bah, My Name totalement éclipsée alors que la série elle est incroyable. Et je ne dis pas ça contre Squid Game, hein. Encore une fois, j'ai beaucoup aimé Squid Game. Mais du coup, il a éclipsé quand même beaucoup d'autres séries coréennes qui sont vraiment incroyables. Et du coup, comme je disais, Sweet Home a cartonné, a été la première série coréenne à vraiment cartonner sur Netflix. Et je dis pas la première série coréenne a cartonné en général, vraiment sur Netflix. Et le truc, c'est que quand on nous a annoncé que la série allait être renouvelée pour une saison 2 et une saison 3, bon déjà on a attendu longtemps, on a attendu 3 ans que la série elle sorte, c'est quand même long, enfin pour que la suite elle sorte. Et on s'est dit, bon bah ils vont quand même nous faire un truc bien travaillé, machin. Tu dis les monstres, quand même, si la série a cartonné, tu dis Netflix, ils ont dû mettre un meilleur budget dedans, ils doivent avoir confiance en leurs produits, parce qu'en général, quand tu renouvelles une série, comme ils ont fait là avec Sweet Home, avec Squid Game, avec One Piece, avec plein d'autres séries, Stranger Things et tout ça, quand tu renouvelles, c'est quand même que tu as confiance envers le produit, c'est que tu sais que ça va être regardé, que ça va marcher, donc en général, tu mets un peu plus de budget pour que ce soit mieux. Et là, bon, tu sens qu'il y a eu du budget, parce que là où la première saison, tout se passait juste dans un immeuble, à part un moment où Yi Kyung arrive à sortir de l'immeuble, je crois pour aller chercher des outils de soins ou un truc comme ça, et puis qu'elle revient, je veux dire, quasiment toute la série se passe dans l'immeuble, à part les petits flashbacks et tout. Mais c'est assez rare que la série quitte l'immeuble. Là où dans la saison 2, par contre, là on voyage dans Séoul, on a plusieurs lieux différents et tout ça. Donc on sent que le budget a été plus mis là-dedans, mais ça aurait été bien qu'on mette aussi du budget dans les créatures. Et je crois que la saison 2 et 3 ont été tournées soit à la suite, soit quasiment en même temps. Vu l'annonce qu'ils ont faite pour la saison 3, et en plus c'est marrant parce que c'est ce que je disais au maître d'Anacalypsy, quand j'ai entendu les rumeurs que la saison 2 et 3 avaient été tournées en même temps, je lui ai dit tu verras, on n'attendra pas si longtemps que ça pour que la saison 3 elle sorte. Et effectivement la saison 3 elle sort dans 6 mois. Donc là-dessus est totalement raison, il y a juste forcément la post-prod qui met un peu plus de temps parce que la saison 2 a dû être prioritaire. Mais à la fin de la série, ils annoncent déjà, hop, saison 3 l'été prochain. Donc, euh, donc ça veut dire deux choses, hein. Ça veut dire que déjà ils ont bel et bien tourné les deux saisons en même temps et que bah, malheureusement bah, les monstres ne seront pas mieux animés dans la saison 3, ils seront pas plus beaux et ça c'est un peu dommage parce que bah, on est quand même dans une série où tu dois survivre à des monstres et tes monstres ils sont hyper mal faits, enfin il y en a qui restent iconiques, hein, mais malheureusement les monstres qu'on retient le plus bah, ça va être ceux de la saison 1, ça va être le colosse qu'on va le plus retenir, ça va être le premier là avec la grande gueule et sa langue, ça va être le monstre aveugle là qui s'était fait trancher la tête au début et qui du coup ne peut plus rien voir. Lui c'est sûrement le monstre le plus iconique de la série. Et quand on regarde la saison 2, bah, on a quelques nouveaux monstres et tout, mais aucun n'est aussi iconique que ceux de la saison 1, et ça, bah, je trouve que c'est un peu dommage. Et si on reste sur le domaine des monstres, un autre problème, c'est que les monstres sont de moins en moins personnalisés. Ce que je veux dire, c'est que dans la saison 1, les monstres avaient une certaine logique par rapport à le problème. Enfin, le truc, c'est que la monsterisation a un rapport avec ton état d'esprit, tes sentiments, ton aversion, enfin des choses comme ça. Et ce qui fait que tes obsessions aussi, bref. Et ce qui fait que la plupart des gens qui se transformaient en monstres avaient quand même un rapport avec ce qu'ils représentaient. Par exemple, la mannequin voilà, qui se privait de faim pour avoir un corps parfait pour le mannequinat, bah, cette meuf-là, quand elle se transforme en monstre, elle était se transforme en monstre assoiffée de sang. Elle avait absolument la dalle tout le temps. T'as un mec, alors lui on l'a jamais vu en tant qu'humain, mais bon, quand le mec se transforme, il gueule protéines.
Donc tu te doutes que le mec c'est un gars qui passe son temps à la salle de muscu et qui s'est transformé en gros colosse machin. Yunsu qui a passé son temps à se scarifier avec un cutter qui quand il utilise son pouvoir c'est des sortes de lames qui sortent de ses bras. T'as la femme là qui a perdu son enfant, qui pareil, elle quand elle se transforme en sorte de cocon. Enfin bref, le dirigeant là de la petite supérette, lui là, qui est un gros connard, qui a plus de cheveux là, qui se sert d'une perruque quand il se transforme. La créature, bon, elle est pas très belle, mais elle est remplie de cheveux et tout. Bref, vous avez compris ce que je veux dire, du moins, c'est que les monstres avaient un rapport avec une obsession, un problème qu'avait l'être humain à la base. Là, quand on arrive dans la saison 2, ben, on n'a plus vraiment ça. Bon, déjà, dans la saison 2, les gens, ils savent comment tuer les monstres. Donc déjà, il y a beaucoup de personnes, dès qu'ils sont en stade de monsterisation, bah, on n'a pas le temps de les voir se transformer, puisque bah, ils sont tués avant, puisque bah, on connaît les symptômes, on connaît ce que ça peut donner s'ils se transforment, donc bah, il y en a beaucoup qui sont tués avant, ce qui est tout à fait normal. Euh, mais du coup, déjà, on voit moins de transformations que la saison 1, ce qui est un peu dommage, parce que la saison 1, ce qui faisait un peu sa saveur, on en reviendra encore un peu après, mais c'est le fait que n'importe qui pouvait se transformer, et du coup était en danger. Là, dans la saison 2, n'importe qui peut toujours se transformer, mais devient beaucoup moins un danger, parce que bon, on sait comment gérer les monstres. Et les rares monstres qu'on voit, ben tous ne sont pas personnalisés. Il y a le premier monstre qu'on voit dans le premier épisode qui lui est plutôt cool, hein, franchement. Bon, après tu te demandes qui se transforme en monstre comme ça, mais bon, euh, ça reste quand même assez cool honnêtement, j'aime beaucoup le début. Par la suite, on a plein de monstres, mais qui ont zéro personnalisation. C'est juste horrible, hein. Genre, tu sais, c'est juste des monstres faits de débris, de terre, de cailloux, de machin, et tu te dis, mais c'est quoi ces trucs? Normalement, les monstres dans la saison 1, ils étaient uniques. T'en avais pas deux identiques, et ça, c'était cool. C'était cool de se dire, voilà, on a plein de monstres, mais chacun a sa particularité, a sa forme précise et tout. Et là, tu regardes les monstres, t'en as plein qui sont identiques, qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau et tout. Et bah, je trouve ça moins bien. Je trouve ça moins bien. Non, c'est très personnel, mais moi j'aimais bien quand les monstres étaient tous personnalisés. Comme t'avais le monstre araignée, le colosse, le machin. Là, t'arrives par moment, t'as au moins 10 monstres, c'est juste des gros, des sortes de golems de déchets, quoi. Et tu dis, ok, bof, c'est pourquoi pas ouf Netflix quoi. Vous auriez pu le faire mieux quoi. Mais bon, c'est comme ça. Alors une chose, alors là c'est pas non plus un gros défaut, mais ça aurait quand même pu être mieux. C'est la structure un peu particulière parce que euh, on commence en fait sur trois épisodes qui se déroulent juste après la saison 1. Ce qui veut dire que voilà, la saison 1, ça se termine avec Yunsu qui se réveille dans une voiture avec Sangwok contrôlé par euh, l'autre monstre atypique. Du coup, ils sont tous les deux dans une sorte de véhicule de l'armée et on les voit partir ensemble. Et du coup, pour Yunsu et Sangwok, on reprend ici directement. Et dans ce qui concerne l'autre groupe avec Eunyu, Jisoo et tout ça, les survivants de l'immeuble, eux, ils avaient été récupérés par, euh, par l'armée et du coup, on les voit directement aussi reprendre directement là où ils étaient avec l'armée. Et Lee Kyung, bah, pareil, on lui a donné une mission, donc on la voit directement partir sur sa mission. Du coup, on reprend vraiment directement. Il n'y a pas d'ellipse ou quoi que ce soit. La saison 2, elle reprend direct là où la saison 1 s'est terminée. Du coup, on est à peu près sur 3 épisodes où on voit à peu près quelques jours, je dirais à peu près deux, peut-être deux jours, 1 ou 2 jours, qu'on voit de ce qui se passe après la saison 1. Et après, paf, on a une ellipse d'1 an et on passe à ce qui se passe 1 an après. Euh, du coup, les 5 derniers épisodes, parce que la saison 1 faisait 10 épisodes, la saison 2 en fait 8. Et sur les 8 épisodes, du coup, les 5 derniers se concentrent sur ce qui s'est passé 1 an après. Et en vrai, j'aime bien,
mais j'aurais aimé voir un peu plus de ce qui se passe dans cette ellipse d'un an. Parce que durant cette ellipse d'un an, en fait, on ne sait pas grand-chose de ce qui s'est passé. Euh, en sachant que certains persos ont disparu, mais vraiment ont disparu. Alors, il y en a des persos de la saison 1 qui sont morts depuis, je ne dirais pas lesquels. Euh, ensuite, il y a des persos qui ont disparu, mais vraiment, hein, quand je dis disparu, c'est disparu. T'as un perso de la saison 1 qui n'est pas mort, ou du moins on l'a pas vu mourir, qui a juste disparu. Tu le revois pas dans la deuxième partie de la série. Tu dis pourquoi? Pourquoi? Où il est? Enfin, où il est, où elle est. Mais vraiment, t'as un perso qui a disparu comme ça. Tu comprends pas. Tu dis ok, euh, on l'a pas vu. Enfin, je veux dire, c'est vraiment ça, on l'a pas vu mourir. Parce que pourtant, Sweet Home, c'est pas une série tendre avec ses persos principaux, même secondaires. Si quelqu'un doit mourir, on te le montre mourir. Euh, et là, bah, t'as voyez, un perso qui a juste disparu. Je sais pas pourquoi. Et il se passe des choses. T'as cette histoire de Eunyo qui aurait tué le mari de celle qui gère le stade, où ils vont vivre pendant les 5 épisodes. Et du coup, on nous raconte ça, on voit un petit peu de flashback là-dessus, vite fait, mais on nous raconte pas vraiment comment le groupe a fait pour survivre, a fait pour s'installer au niveau du stade, qui, voilà, le stade a été bombardé par le Premier ministre. Donc tu te dis, comment est-ce qu'ils ont reconstruit, enfin, comment ils ont construit leur foyer et tout, parce que je pense que ça aurait été plus intéressant, parce que comme je disais, là on est dans une partie, dans les 5 épisodes, où on est un an après, ils se sont installés, ils ont leur lieu de vie, ils connaissent les alentours, ils savent comment gérer les monstres alentours et tout ça. Là où, bah, du coup, s'ils avaient travaillé sur la période où ils cherchaient à construire leur foyer dans le stade une fois détruit, ça aurait été beaucoup plus intéressant parce qu'ils auraient été tout le temps en danger, parce que bah, ils n'auraient pas eu encore de lieu de vie bien construit, donc beaucoup plus dangereux. Les monstres peuvent t'attaquer à n'importe quel moment, tu peux. euh, je veux dire, on fait ça, les monstres peuvent t'attaquer à n'importe quel moment, n'importe qui peut se transformer en monstre pendant le travail de reconstruction du stade et tout. Enfin bref, je trouve que ils ont peut-être pas fait le meilleur choix comment dire, de période à travailler. Après, ça reste quand même très bien, mais je trouve que pour avoir vraiment une vraie tension, un vrai côté stressant pour les personnages, je trouve que travailler la période des 1 an aurait été plus intéressant que celle qu'ils ont travaillé actuellement, où bah, ils sont installés, et en vrai, les personnages ont quasiment aucun danger dans le stade. Et ça, c'est un petit peu dommage, parce que dans l'immeuble, il y en avait quasiment tout le temps, et c'était plus intéressant, je trouve. Et justement, le point suivant, c'est l'ambiance. Et oui, parce que dans la saison 1, on avait une ambiance qui était quand même étouffante, terrifiante. Je veux dire, dans la saison 1, c'était un bordel monstre. Je veux dire, n'importe qui pouvait se transformer en monstre. Peu importe qui t'étais, tu pouvais te transformer en monstre. T'avais des grosses ordures entre ceux qui étaient contre les monstres, ceux qui s'est dit bah tiens on peut se servir des monstres comme Yunsu. Il y avait toujours du danger quand les humains ils arrivent à la fin, qui foutent la merde, qui sont limite encore pires que les monstres. Euh, t'as toujours une ambiance étouffante, même quand on voit un peu le passé des personnages, c'est toujours des passés hyper durs, hyper difficiles. C'est c'est dur. En fait, la saison 1, elle est vraiment dure à regarder. Parce que dans le présent, tout ce qui se passe, c'est horrible. T'as plein de gens qui meurent, t'en as plein qui sont sur le monstre et qu'il faut bah, du coup se débarrasser parce que bah, ils sont trop dangereux pour les survivants. Euh, T'as les humains qui se ramènent qui sont hyper dangereux, voire plus que les monstres. Parce que eux, ils ont beaucoup plus conscience que les monstres de ce qu'ils font. Euh, T'as le passé de quasiment tous les persos dont on voit le passé qui est horrible, hein. Voilà, Yunsu qui a subi un harcèlement hyper violent, Jisoo qui a un de ses proches qui s'est pendu, enfin bref, Sangwok qui a eu un truc, je crois que c'est son enfant qui est mort et qu'après il s'est lancé
dans, dans une vengeance pour un autre père dont son enfant avait été enlevé et tué. Enfin bref, c'était quand même des histoires de fou. Euh, et et t'as aussi des persos dans le présent qui te rendent tarif, quoi. Quand tu vois l'épicier là, qui passe son temps à tabasser sa femme et tout. Enfin bref, c'est dur à regarder. La saison, elle est vraiment dure. Euh, et c'est ce qui fait euh, que la série est vraiment bonne. C'est que tu as une ambiance qui est tout le temps pesante, pesante, tout le long de la série. Et peu importe qui t'es, tu peux y passer. Et ça, c'est le truc qui est vraiment cool. La saison 2, bah, du coup, t'as plus du tout cette ambiance étouffante. Parce que bah, déjà, on n'est plus dans l'immeuble, et ça, je pense que ça joue beaucoup. Parce que, effectivement, le fait d'être tout le temps dans l'immeuble, on est tout le temps confiné. En plus, en 2020, on n'était pas loin du confinement. Je sais plus c'était en quelle année le confinement, mais je crois que c'est à peu près dans ces périodes-là. Donc, t'es là, t'as une série dans un espace confiné et tout. Euh, tu sens parce que le fait de rester dans l'immeuble, c'est pas un choix anodin parce que la série est étouffante et le fait d'être tout le temps fait dans l'immeuble, ça rajoute un côté confiné, un côté étouffant dans la série, alors que là, dans la saison 2 bah, on voit des grands espaces, on respire visuellement, là où dans la saison 1 même visuellement, on respirait pas, c'était c'était totalement fermé. Là, on peut respirer, il y a beaucoup plus d'espace, on découvre plusieurs lieux différents, mais les persos sont rarement autant en danger que dans la saison 1. Et ça c'est un peu dommage. Parce que déjà, comme je disais un peu plus tôt, il y a moins de monstérisation. Donc déjà, on travaille moins ce côté dangereux où des gens peuvent se transformer en monstres. Alors, ils le font quand même un petit peu. Je ne préciserai pas avec lesquels personnages, mais on le voit quand même un peu, mais beaucoup moins. On a quand même quelques personnages tarés qui font des conneries, comme notamment le Premier ministre. Mais je trouve que c'est pas pareil que la saison 1. Déjà, le fait d'être tout le temps dans des grands espaces, pour moi, déjà, ça enlève ce côté étouffant. Parce que ce soit le début où tu as la course-poursuite sur le pont, ben, ça met pas vraiment de côté étouffant. Même l'agression avec le monstre sur le pont, ça donne pas de côté terrifiant. Le bombardement du stade, il n'y a pas de moment étouffant. Après, dans le stade, bon, ok, t'as des ordures comme dans le 1 qui maltraitent le groupe de Eunyu, ou du moins les anciens membres qui sont arrivés avec Eunyu, qui sont vraiment maltraités et tout. Ça, c'est vrai que c'est quand même dur à regarder parce que eux, ils y sont pour rien de ce que Eunyu a fait. Euh, ça, c'est des petits éléments par moment qui ramènent l'ambiance de la saison 1. Pareil, les soldats hein, qui sont pas tous hyper gentils et tout. Pareil, ça les rend un peu. En fait, des fois tu les aimes bien, des fois tu dis c'est des connards et des fois ils ont un petit côté où ouais, ils rajoutent un peu de tension envers certains persos. Mais dans le général, cette saison 2, et je dirais pas qu'elle est moins bien réussie parce que c'est logique, ils sont sortis de l'immeuble, c'est une nouvelle aventure, mais je regrette un peu ce changement d'ambiance. Et c'est un problème que j'ai eu avec The Boys. Par exemple, dans la saison 1 de The Boys, le groupe du héros là, de Butcher, là, je crois que c'est ça, hein, qui voulait tuer les super-héros, ben, dans toute la saison 1, t'es stressé pour eux, t'as une ambiance pesante sur eux. Tu sens qu'ils veulent tuer les super-héros. Une fois qu'ils en ont tué un, tu sens que voilà, ça va leur tomber dessus, que voilà, ils sont tout le temps en danger. Tu ressens vraiment ce danger dans la saison 1 et dans la saison 2. Bah en fait à plus aucun moment tu le ressens parce que le protecteur il est vraiment sur autre chose, il en a rien à foutre. La plupart des autres super-héros, ils font leur vie et tout. Enfin, plus personne n'en a rien à foutre globalement de Butcher qui essaye de tuer les super-héros. Et du coup, t'as plus du tout cette ambiance pesante et tout. Même quand tu sais par moment dans la série où ils vont se croiser, bah en fait tu ressens rien quoi. T'as plus ce côté pesant. Et même si là je reprenais la série télé, bah je ressentirais jamais le côté pesant qu'il y avait sur les héros dans la saison 1
Ah, parce que je sais qu'il y a d'autres saisons, il y en a sûrement une nouvelle là apparemment qui va sortir. Donc déjà le fait de savoir que des nouvelles saisons vont sortir, bah, ça fait que les héros restent en vie, donc bah, je sais qu'il n'y a pas de danger réel pour eux. Et ouais, pour moi la saison 2 de The Boys m'a tout gâché. Je me suis dit putain il y avait une ambiance de fou dans la saison 1 et qui a totalement disparu pour moi dans la saison 2. Et c'est quand je disais que j'allais reparler de Squid Game, c'est quelque chose dont j'ai peur avec Squid Game pour la saison 2. Ce qui veut dire que par exemple la saison 1, on a une ambiance particulière. Parce que moi personnellement, j'avais pas vu de bande-annonce quand j'ai vu Squid Game, donc je suis arrivé, je l'ai regardé. C'était très dur à regarder aussi par moments, comme pour Sweet Home, hein. La vie des personnages sont quand même assez durs. Et t'arrives, tu vois le premier jeu, et là, bam, tu vois les gens mourir et tout. Là, tu dis, oula, waouh, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je regarde? Euh, En plus, je me souviens que le premier épisode, c'était ma mère et son copain à l'époque qui avaient tenté, et puis moi, je devais aller prendre mon bus, et j'étais en mode, what, qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, il faut que je regarde ça quand je rentre chez moi, et en 2 jours, je m'étais fait toute la saison. Euh, et, euh, et du coup, dans la saison 1 de Squid Game, en fait, t'as une ambiance particulière parce que déjà au début, tu ne sais pas vraiment que le jeu, les gens vont mourir. Donc au début, t'arrives, tu dis oh tiens, c'est sympa, ils vont jouer un 2 3 soleils, et puis là, boum, tu vois les gens commencer à se faire buter, et tu dis ah ouais, ok, c'est pas la même chose. Là, tu commences ensuite à ressentir le côté pesant sur tous les personnages. En plus, le héros, c'est pas forcément le plus fort, le plus intelligent, tout ça. Donc tu te dis comment il va survivre à ce truc-là, parce qu'il peut y en avoir qu'un survivant, donc tu es tout le temps stressé pour lui, c'est compliqué. Et, et le truc, c'est que du coup, Squid Game, la saison 1, a une ambiance particulière. Moi j'aime beaucoup les séries qui jouent sur l'ambiance. Là, avec Squid Game, à part quand tu suis le flic au début, sinon, quand tu suis les joueurs, tu es tout le temps dans un lieu fermé, c'est pesant, il y a toujours de la haine partout, tu sais que le danger il peut venir de partout, enfin, il y a une ambiance particulière. La saison 2, malheureusement, n'aura jamais cette même ambiance. Et je peux vous le dire tout de suite, elle n'aura jamais cette même ambiance pour la simple et bonne raison que le fait que le personnage principal retourne dans le jeu, qu'on va suivre en partie son point de vue, eh ben on n'aura pas ce côté surprise, ce côté terrifiant, parce que lui, il vient pour stopper le jeu. Donc lui, il connaît le jeu, il sait ce qui se passe. Nous, en tant que spectateurs, on le sait aussi. Donc certes, pour les autres joueurs de Squid Game dans la saison 2, pour eux, ça va être terrifiant, ça va être particulier. Mais pour le héros qui, lui, veut détruire le jeu, ben, lui, il n'aura pas le côté pesant, le côté stressant et tout ça. Lui, ben, du coup, on aura un point de vue différent. Et je pense que ça va un peu casser l'ambiance étouffant et terrifiant qu'il y avait dans la saison 1 de Squid Game. Et c'est exactement, comme je disais, ce qui s'est passé avec The Boys la saison 2, selon moi, et ce qui s'est passé ici avec Sweet Home la saison 2. Et je ne dis pas que ce sont des saisons qui sont spécialement mauvaises, mais qui pour moi, je juge un peu moins bonnes que la saison précédente, parce que quand il n'y a plus une ambiance particulière, pour moi, euh, ça me donne moins envie de rentrer dans l'aventure des personnages. Voilà. Ensuite, j'ai envie de dire que certains personnages sont moins bien développés que dans la saison 1. Dans la saison 1, on suivait les habitants de l'immeuble. Alors, il y en a qui n'ont jamais été développés, hein, ça faut quand même le dire. Euh, mais en général, ceux qui n'étaient pas développés, c'était les personnages tertiaires. C'est ceux que tu voyais vite fait, enfin les figurants, quoi. Euh, et ensuite, certains personnages secondaires étaient quand même peu développés, il faut quand même l'avouer. Mais dans la saison 2, il y a beaucoup trop de personnages euh, qui ne sont pas développés. Euh, Par exemple, je pense au prêtre. Genre, t'as un prêtre dans la saison 2, le mec est pas du tout développé. On ne sait pas vraiment ce qu'il fait. Il a l'air de faire un trafic, enfin, on ne sait pas trop, on comprend rien au prêtre, hein. On sait pas trop ce qu'il fait, on ne sait pas trop ce qui manigance. Euh, Par exemple, tu as justement l'une des filles du chef qui en kiffe sur le prêtre. Pareil, elle n'est pas développée. Elle est juste là.
amoureuse du prêtre. Et c'est tout. Contrairement à sa sœur qui elle aussi a une construction seule par rapport à un homme aimé qui est quand même plus développée. Tu la vois au début où c'est vraiment une grosse connasse et petit à petit c'est même elle qui va faire la morale à Young-soo qui est un petit con. Du coup elle a quand même un petit développement, on la voit un peu plus souvent et tout. Là où sa sœur, c'est juste oh bah je suis amoureuse du prêtre. Ok, et elle sert juste à ça, elle est amoureuse du prêtre. Et tu dis ok, super le développement. Voilà, après il y a plein de personnages comme ça qui sont très très peu développés. Alors, j'ai ma petite idée qui va être un autre point négatif dont on verra un peu plus tard. Euh, mais voilà, pour moi, le problème d'avoir des personnages peu développés, c'est que ça aide pas à rentrer dans la série parce que tu peux pas aimer un personnage qui n'est pas développé. Je veux dire, la sœur de Yesol, je veux dire, comment tu peux aimer ce personnage qui est juste là en mode je suis amoureuse du prêtre? Comment tu peux aimer un personnage comme ça? Je veux dire, moi je peux pas aimer un personnage comme ça. Moi, si j'aime un personnage, c'est parce que déjà il apparaît un peu plus longtemps, parce qu'il a une évolution. Je veux dire, sa sœur apparaît pas beaucoup plus qu'elle, parce que les deux apparaissent souvent ensemble, mais sa sœur, elle a quand même une meilleure caractérisation. C'est vraiment la connasse de service, c'est la fille qui profite d'être la fille du chef du camp pour ne rien faire, pour se croire au-dessus de tout le monde, et puis qui dès qu'il perd son statut, bah du coup commence à changer un peu de caractère, qui fait même la morale au petit con alors qu'elle-même c'est une connasse. Enfin, je veux dire, la sœur est beaucoup plus intéressante et pourtant elle apparaît pas beaucoup plus que la fille amoureuse du prêtre. Et, euh, et c'est pour ça que t'as pas besoin d'apparaître non plus pendant toute la série pour être bien développé. Des fois, il faut pas grand chose, juste des petites scènes de temps en temps, mais qui montrent un développement du personnage. Et là, t'en as pas mal qui sont comme ça, qui n'ont pas vraiment de développement. T'as les deux mecs là, par exemple, là, qui s'en prennent des fois à. Je sais plus comment il s'appelle, l'étudiant dans la saison 1, par exemple, qui s'en prennent à lui juste parce qu'il est pote, pas parce qu'il est pote avec New, mais parce qu'il est arrivé au stade avec New. Et du coup, bah, t'as juste deux mecs qui sont tout le temps en train de l'harceler. Mais pareil, eux, ils sont pas hyper intéressants. Par exemple, dans la saison 1, avec l'épicier, ce qui était intéressant, c'est que le mec, c'était une ordure, mais qu'au moment de sa monsterisation, il a quand même cherché à avoir une rédemption et à s'excuser auprès de sa femme. Et d'ailleurs, le moment est hyper touchant. Le mec a passé sa vie à tabasser sa femme et tout, et au moment de mourir, il s'excuse auprès de sa femme parce qu'il se rend compte finalement au moment de mourir que la chose auquel il tient le plus c'est sa femme et qu'il s'est toujours mal comporté avec. Et ça, c'est très cool. Que là, dans la saison 2, t'as juste les deux mecs qui sont là, qui harcèlent l'étudiant de la saison 1, et puis voilà, c'est tout. Et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas de personnages mieux développés que ça. Alors il y en a quand même, hein. Là j'exagère quand je dis qu'il n'y en a pas des aussi bien développés parmi les nouveaux. Hein, il y en a quand même, mais voilà. Et le fait que tu as des persos qui disparaissent comme ça, tu dis pourquoi? Genre, je reparle encore de ce personnage, hein, mais t'as un personnage de la saison 1 qui a disparu, mais vraiment, pendant l'ellipse, qui a disparu. Tu ne sais pas ce qu'elle est devenue, tu ne l'as pas vu mourir, alors que, encore une fois, on te montre dans Sweet Home quand les personnages y meurent. Euh, alors, je suis désolé, vous allez peut-être avoir un petit moment de vide, où vous n'allez pas m'entendre parce que je sais pas pourquoi mon Audacity a bugué. Mais comme je disais, pendant l'ellipse, un perso a disparu. Tu la vois avant l'ellipse, et tu ne la vois plus après. Mais tu ne la vois pas mourir alors que ce tome est une série où on te montre les gens mourir. Donc c'est très très bizarre. Euh, que du jour au lendemain ils se sont dit allez hop ce perso là on l'enlève mais on je sais pas pourquoi. Bref. En tout cas voilà un des mauvais points c'est que beaucoup de personnages sont moins bien développés que dans la saison 1 parce que du coup dans la saison 1 encore une fois tu avais moins de personnages mis en avant,
Et du coup, le fait d'avoir moins de personnages mis en avant, bah, tu pouvais plus facilement les développer. Puis en plus, dans la saison 1, il y avait beaucoup plus de flashbacks en fonction des personnages. Là où dans la saison 2, ben, il y a extrêmement peu de personnages qui ont des flashbacks pour raconter leur histoire. À part Eun-Yu et Yi-Kyung, j'ai pas le souvenir d'autres personnages qui ont des flashbacks. Et d'ailleurs, je crois qu'aucun personnage nouveau n'a de flashback. Alors que pourtant, t'en as qui ont des histoires terribles, hein. Le sergent Tak, il a une histoire terrible, et on nous montre rien, on nous dit rien. Et ça, pour moi, c'est un problème. Alors c'est un problème qui sera sûrement réglé dans la saison 3, mais pour l'instant, on parle que de la saison 2, donc pour l'instant, c'est un problème euh, que certains persos soient assez mal développés. Un autre point négatif dont on va parler vite fait, hein, c'est la musique. La musique qui est quand même beaucoup moins marquante dans cette saison 2 que la saison 1. Alors, en termes de musique, on a beaucoup repris les mêmes sonorités de la saison 1 dans la saison 2, les sonorités qui étaient très bonnes de la saison 1, mais il y a une musique spécialement qui n'a pas été reprise et qui pour moi jouait énormément sur les émotions dans la saison 1, c'est Warrior, je crois que c'est Warrior de Imagine Dragons, euh, parce que cette musique-là, elle a apparu plein de fois dans la saison 1, plusieurs fois sur des scènes où des gens étaient extrêmement en danger, ou au moment où des gens étaient en train de mourir, et à chaque fois, je sais pas pourquoi, mais cette chanson d'Imagine Dragon, je trouve qu'elle fonctionne bien pour exacerber les émotions, pour te soutirer quelques larmes et tout, et franchement, sur moi, ça marchait super bien. Et je trouve que en termes de musique, sur cette saison 2, ben, on a gardé les musiques un peu classiques de Sweet Home, qui sont très bien, mais on n'a plus cette musique de Imagine Dragon qui pour moi bah, jouait beaucoup sur mes émotions lors de la saison 1. Là où par exemple dans la saison 2 j'ai ressenti beaucoup moins d'émotions dures que dans la saison 1 et la musique bah, forcément elle joue beaucoup, hein. La musique est spatialement là aussi dans les films pour jouer sur les émotions. Euh, je sais pas si Netflix a perdu les droits d'Imagine Dragons ou des choses comme ça, ou qu'ils n'ont pas voulu réutiliser de musique aussi connue, hein. Peut-être qu'à la base ils ont mis des musiques d'Imagine Dragons, enfin de la musique d'Imagine Dragons pour attirer du public, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle n'est plus dans la saison 2. Et pour moi, elle faisait beaucoup sur l'émotion qu'on pouvait ressentir euh, en regardant Sweet Home. Le dernier point négatif, sans spoil, dont on va parler, euh, c'est que certains des défauts dont je viens de parler sont sûrement liés au fait que l'on a écrit la série, enfin la saison 2 et 3 ensemble, et du coup, ben ça fait que pendant cette saison 2 on est souvent perdu pour deux raisons. Déjà, un, c'est que le fait que la série soit écrite pour la saison 2 et 3, et que la saison 2 et 3 aient été sûrement tournées et filmées en même temps, le fait que la saison 3 sorte l'été prochain semble le prouver, hein. Tu peux pas en 6 mois tourner une saison et faire la post-production, c'est impossible en 6 mois, ou alors c'est que la série sera vraiment nulle à chier, ou qu'il y a zéro budget, hein. Euh, donc ça veut dire que la saison 2 et 3 ont bien été faites en même temps. Euh, et du coup, ça semble signifier que des développements seront certainement faits entre la saison 2 et 3, par exemple, par rapport au Sergent Tak. euh, J'en dirai pas trop maintenant, mais il a une histoire très particulière. Il se passe des choses particulières avec lui, et on sait très bien que ces choses-là vont être beaucoup plus développées dans la saison 3. C'est obligé vu comment se termine la saison 2. Mais du coup, bah, c'est assez dommage parce que quand tu prends que la saison 2 en tant que telle, eh ben, beaucoup de personnages semblent peu développés. On s'imagine que certains le seront beaucoup plus durant la saison 3. Voilà, même la chef, je trouve qu'elle est pas beaucoup développée, hein, pour quelqu'un qui est censé gérer le camp, censé être le leader du camp, hein. Dans la saison 1, c'est quand même Eunhyuk qui gérait l'immeuble et il était tout le temps là, tu le développais bien. Que là, bah, celle qui gère le stade, et ben voilà, hein, tu sens que c'est une manipulatrice, qu'elle peut se servir des gens un peu comme le faisait Eunhyuk, mais après elle n'a pas de développement qui fait que tu t'attaches à elle. Moi, la chef, à aucun moment je me suis attaché à elle, contrairement à Eunhyuk qui clairement est un des meilleurs persos de la série. Euh, voilà. Alors que pourtant, la chef
et plus ou moins travailler avec des mêmes aspects que Onyok. En mode, bah voilà, pour la survie des gens, je suis prêt à faire n'importe quoi et même à sacrifier des personnes. Mais, euh, mais en beaucoup moins bien développé, malheureusement. Et si ça se trouve, c'est parce que ce développement, les scénaristes se sont dit on le fera plus sur la saison 3. Tout qu'en attendant, bah, quand on est là où on en est actuellement, qu'on est que sur la saison 2, bah, on se dit, bah ouais, pas fou les développements de certains persos. Le prêtre, si ça se trouve, il sera plus développé dans la saison 3. La meuf qui en kiffe sur lui, peut-être qu'elle sera plus développée sur la saison 3. On sait pas. On peut pas le dire actuellement, mais voilà. Et surtout, le défaut d'avoir écrit une série sur 2 saisons, enfin du moins les suites sur 2 saisons, c'est que on comprend pas où ils veulent aller. Voilà. Je veux dire, la saison 1, il n'y avait pas spécialement besoin d'avoir un objectif. C'était en mode on doit survivre, on doit faire en sorte de ne pas se transformer en monstre, on doit survivre aux gens, et voilà, essayer de construire un foyer euh, où on se sent en sécurité. C'était un peu ça à la base de la saison 1, c'était survivre, avoir un bon foyer, tout ça. Là, dans la saison 2, ok, sur le camp, ils doivent également survivre, enfin au stade. Euh, Lee Kyung a fait son truc de son côté, euh, sans forcément d'objectif en soi. T'as. En fait, la seule qui a un vrai objectif, c'est Eunyu. Eunyu, qui pendant toute la série, son objectif, c'est de retrouver son frère, puisque elle va retrouver des preuves qui semblent montrer que son frère a subi la monstérisation. Donc pour elle, soit son frère est devenu un monstre, soit il peut être comme Yunsu, un monstre atypique. Mais elle, son objectif, c'est de retrouver son frère. Et en fait, c'est la seule qui a un objectif dans la série. C'est-à-dire qu'elle, elle veut retrouver son frère, mais les autres, ils n'ont pas d'objectif. Et ce qui fait qu'en fait, tu as une série où en fait, tu regardes juste des gens survivre sans réel objectif ou quoi que ce soit, à part Sangwook qui lui veut retrouver les autres monstres atypiques et voilà. Mais à part ça, eh ben, tu sais pas où va aller la série. Et en fait, c'est le problème, c'est que la série, enfin du moins la saison 2, on reprend un peu le principe de la saison 1, c'est que bah, en fait une fois qu'on est au stade, c'est bah voilà, on est au stade, on doit survivre au stade. Ok, mais ça on l'a déjà vu dans la saison 1, donc faites autre chose. Enfin je veux dire, je sais pas, donner un objectif, donner des trucs, mais on comprend pas où ils veulent aller avec la saison 2. Et ça c'est un gros problème, parce que tu regardes une série, mais tu comprends pas où tu vas. Je veux dire, par exemple, si on revient sur Squid Game, bah voilà, t'es dans un jeu, le but c'est de gagner le jeu. Ok, tu connais l'objectif de tout le monde, tu sais ce qu'ils veulent faire. Voilà. Tu prends My Name, par exemple, My Name, c'est l'histoire d'une jeune fille, son père s'est fait tuer devant elle, boum, elle veut venger la mort de son père. Enfin, s'est fait tuer devant elle, il y avait quand même une porte entre deux, du coup elle n'a pas vu le tueur, mais elle veut venger la mort de son père. Paf, tu connais son objectif, tu rencontres les autres personnages, ils sont bien développés, tu comprends tous leur objectif. Voilà, t'as le bon flic qui a sa sœur, je crois, qui s'est fait tuer et tout, mais qui veut pas trop la venger. T'as le commissaire, le chef d'équipe, qui lui, son meilleur ami est mort, enfin un de ses amis est mort, et qui veut aussi se venger, qui lui par contre veut se venger. T'as le chef de gang qui lui veut également se venger de quelque chose. Enfin bref, même si My Name tourne beaucoup autour de la vengeance, t'as quand même tout le monde qui a des objectifs. Tu comprends où chaque personnage bien développé veut aller. Là, le problème de la saison 2 de Sweet Home, c'est que tu ne comprends pas où, où ça te mène. Eunyu, tu comprends, elle veut retrouver son frère, elle est. Au bout d'un an, elle est toujours traumatisée de ne pas l'avoir vu. Quand elle est en danger, t'as toujours une créature qui la sauve, elle pense que c'est son frère. Bref, avec Eunyu, ça va, tu comprends, c'est très bien. Avec les autres persos, tu comprends pas. Avec les autres persos, il n'y a pas d'objectif, il n'y a rien à part faut survivre. Tu dis ok, mais à quoi ça te sert de faire une saison 2 où les gens ils doivent juste survivre pour les trois quarts alors que tu l'as déjà fait dans la saison 1. Qu'est-ce que ça t'apporte de plus cette saison 2, hein, à part ok que des civils de survivre avec des militaires. Ok. Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose à l'univers? Je crois pas. Et ça, c'est un gros problème. Parce que tu peux pas te permettre de faire des saisons supplémentaires à une série télé si ça n'apporte rien à l'histoire de base.
Alors oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore, comparé à la saison 1, notamment sur les créatures atypiques. Pourquoi est-ce que elles sont différentes des autres créatures, tout ça. Il y a encore plein de choses qui peuvent être intéressantes à découvrir. Mais la série semble pas être tournée là-dessus. On est surtout sur de la survie et l'objectif de New de retrouver son frère. En fait, c'est surtout là-dessus qu'on est tourné. Et le problème, c'est que tous les autres personnages, bah, ils n'ont pas spécialement d'objectif, à part la survie, sauf que bah, ça n'apporte rien de plus que la saison 2. Et faire une saison 2 juste pour un New en train de chercher son frère, est-ce que c'est vraiment intéressant? Bah, je crois pas, hein, je crois pas. Alors peut-être que sur la saison 3, on va plus développer tout le monde et on comprendra mieux les objectifs et tous de chacun et ce qu'ils ont vraiment l'intention de faire. Ce serait bien. Ce serait bien, parce qu'au moins dans la saison 1, la plupart avaient des ambitions, des objectifs. Voilà, t'as Yunsu qui voulait se suicider, finalement qui peut plus se suicider parce qu'il a la monstérisation. T'en as qui avaient des objectifs qui sont brisés et tout. Euh, et voilà, t'en as qui avaient des missions au sein de l'immeuble et tout. Enfin, t'avais des trucs là. euh, L'écriture, on la comprend beaucoup moins bien dans la saison 2 que dans la 1, et ça, c'est un peu dommage. Alors sur ce point-là, je vais spoiler. Donc, enfin à partir de maintenant, je vais spoiler. Donc, faites attention. Si vous voulez pas être spoilé, je mettrai sûrement un petit timecode pour vous dire où aller pour voir les bons points sans spoil. Voilà, parce que sinon, vous risquez d'apprendre des choses que vous ne voulez pas spécialement savoir si vous n'avez pas encore vu la saison 2. Donc, le premier point avec spoil dont on va parler, c'est les morts. Les morts dans la saison 1, je les trouve vraiment impactantes. Que ce soit la mort du prêtre, elle est horrible. Moi, franchement, je pleure à chaque fois que je la vois. La mort de Sangwok avec l'infirmière, pareil, dès que je la vois, je verse une larme. Bref, les morts sont beaucoup impactantes dans la saison 1. Pas toutes, hein. Il y a des morts, en toi tu dis ok je m'en fous, le perso tu l'as vu 5 minutes dans toute la série, il meurt, bon voilà, tu t'en fous un peu. Mais t'as quand même beaucoup de morts qui sont impactantes, qui te font chialer. Dans la saison 2, t'as zéro mort qui te font chialer. Je suis désolé, mais là où dans la saison 1, je l'ai vu 3 4 fois, j'ai chialé à chaque fois pour certaines morts, ici, alors le seul moment où j'ai versé une larme, c'est quand Eunyu retrouve Yunsu et qu'elle lui dit que plusieurs personnages avec qui il a survécu dans l'immeuble sont morts et que là tu le vois en train de pleurer parce qu'il sait que du coup il les reverra jamais alors que lui il les aimait bien. Ça franchement ça m'a touché, ça m'a fait mal et ça m'a fait pleurer. Par contre, voir les personnages mourir, bah ça m'a rien fait. Voir la gamine Soo-young mourir, ça m'a rien fait, surtout qu'en plus tu comprends même pas vraiment pourquoi elle meurt, comment elle meurt. Enfin, tu l'imagines, mais on te l'explique pas vraiment. C'est d'un coup, oh elle est morte. Ok, ok, ok. C'est ouais. T'as qui d'autre qui est mort? Bon, t'as l'autre con là qui avait appelé l'armée là. Lui, c'était bien qu'il meure parce que son perso était insupportable, hein. Après, j'ai rien contre l'acteur, hein, mais en tout cas, il jouait très bien le mec insupportable. Euh, et puis après, t'as Jisoo. Jisoo, un peu la déception de la saison 2, hein. Là où c'était une femme forte, alors qui a été brisée et tout, mais quand même femme plus ou moins forte dans la saison 1, qui était incroyable. Et là, dans la saison 2, elle est l'ombre d'elle-même, carrément. La pauvre Jisoo, franchement. Et en plus, c'est la seule qui meurt où on montre pas sa mort. On sait qu'elle meurt parce que t'as quand même le toit du stade qui lui tombe sur la gueule, mais bon, tu dis ok, est-ce que je suis censé pleurer à ça? En plus, dès que Jill Sway meurt, boum, tu passes un an après, t'as même pas le temps de la pleurer et tout, contrairement aux autres où au moins comme par exemple comme Soo-young, où tu as le temps de la voir, les gens faire un hommage, lui dire au revoir et tout. Jisoo, c'est boum, elle meurt, on passe un an après, tu reviens pas dessus, et, euh, et voilà. Et du coup, ça, pour moi, c'est un problème. Que les morts soient pas impactantes, c'est un problème parce que on est quand même dans une série où, encore une fois, tout le monde peut mourir. Jisoo, qui est un des persos principaux de la saison 1, boum, qui meurt
dans le début de la saison 2. C'est pas banal. Ça, enfin, c'est pas banal. Il y a d'autres séries qui le font, hein, mais on s'y attend pas spécialement. Euh, et du coup, euh, je sais plus ce que je voulais dire. Mais du coup, oui, sur une série où tout le monde peut mourir, tu t'attends à ce que, comme les persos, comme dans la saison 1 étaient bien développés, la mort te touche à un moment donné. Et le problème, bah, c'est que là, c'est pas le cas. Et moi, j'aime bien quand un personnage meurt, qu'on ressent vraiment quelque chose. Pourquoi ça bug encore là? Et que ça ait un impact sur toi. Et là, malheureusement, cette saison 2, bah, les persos qui meurent, bah, ça te fait rien. C'est dommage. Alors, le prochain problème, en vrai, sur la partie spoil, sera très certainement résolu durant la saison 3, mais ça n'empêche que pour l'instant, dans la saison 2, à l'épisode 3 plutôt, on a Yunsu qui affronte Sangwok et qui se fait transformer en statue de pierre par ce dernier. Donc il est totalement vaincu, il est momifié, enfin momifié, pierrifié, médusifié, hein, puisque normalement c'est elle qui transforme les gens en pierre. Et du coup, ensuite, on arrive sur les un an après, on a Eunyu qui, dès qu'elle est en danger, est sauvée par, euh, par une créature. Elle pense que c'est son frère, sauf que du coup, quand tu es un minimum observateur, que tu vois le pouvoir utilisé pour tuer le mari de la chef, tu comprends tout de suite que c'est pas du tout Eunhyuk, mais que c'est bel et bien Yunsu qui la protège. Et ensuite, on arrive vers l'épisode 6 ou 7, et là tu découvres qu'effectivement, c'est bien Yunsu qui protège New depuis un an. Enfin, peut-être pas un. Putain, ça bug encore, mais c'est quoi? Mais du moins, on découvre que voilà, c'est vraiment lui qui la protège depuis plusieurs mois. Et, euh, et du coup, ben, tu te dis comment il s'est libéré. Tu comprends pas. Tu dis, ok, le mec, on l'a vu se faire piéger, se faire transformer en statue de pierre, et d'un coup, tu le vois là, normal. Et à aucun moment on t'explique pourquoi il est là. Alors on se doute bien que on l'apprendra quand il fera son face-à-face avec Sangwook lors de la saison 3, mais ça n'empêche que là pour l'instant c'est une énorme incohérence. Tu te dis le mec il est transformé en pierre, tu sais même pas qui l'a libéré, comment il s'est libéré, le mec d'un coup il apparaît là, il a élevé la gamine de Yo Kyung, enfin de Ye Kyung. Il... Ok, tu comprends vraiment rien à ce qui se passe. En plus, on t'explique rien, hein, c'est juste, voilà. D'un coup, il s'en est sorti, il a élevé le gosse de Lee Kyung, voilà, il fait sa petite vie, il protège New, euh, et, euh, et voilà, à aucun moment il, il te dit pourquoi il est là, comment il s'est libéré. Alors, encore une fois, comme je dis, très certainement on l'apprendra quand il retrouvera, quand il fera un face-à-face avec Sangwook, mais pour l'instant, ça reste une incohérence, et ce sera encore plus une incohérence si ce sujet-là n'est pas abordé lors de la saison 3. Donc, bon retour à ceux qui ne voulaient pas être spoilés sur des points négatifs assez importants, enfin surtout un important. On va maintenant passer sur 4 bons points qui ne spoilent pas l'histoire. Le premier point, c'est le rythme de la saison. C'est un rythme qui est vraiment très très bon. Je veux dire, t'as pas le temps de t'ennuyer. T'as des moments qui sont calmes, t'as des moments avec de l'action, t'as des moments avec de la tension quand même, et tout est plutôt bien rythmé. Je veux dire, c'est une série où tu ne t'ennuies jamais. T'as des séries où des fois t'es là, où tu te fais quand même un peu chier, t'attends que ça passe, ou t'as des épisodes un peu moins intéressants que d'autres. Surtout à l'époque où les séries étaient très longues, quand t'as des séries d'une vingtaine d'épisodes, là t'avais clairement le temps de t'ennuyer par moment.
Là, ici, c'est pas le cas. T'as 8 épisodes, il se passe toujours plein de choses. Après, il faut aimer les personnages qui sont le plus mis en avant, parce que t'as un personnage qui est quand même très mis en avant. Ah, si tu l'aimes pas, tu risques de passer des mauvais moments. Mais si tu l'aimes bien, bah, en soi, tout va bien. Euh, et ce qui est cool, encore une fois, c'est qu'il y a toujours du rythme. Il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours un élément qui fait qu'on va t'amener à une petite scène d'action ou à une petite scène de tension. Bref, moi j'aime beaucoup. Même si la structure d'avoir 3 épisodes liés à la saison 1 et 5 épisodes un an après, ça je suis un peu moins fan. Moi, je préfère quand on a une ellipse de temps entre deux saisons plutôt qu'au milieu d'une saison. Ça j'aime beaucoup moins. Mais Sweet Home n'est pas le premier à faire ce genre de truc. Il y a d'autres séries qui le font également. Et moi honnêtement, j'aime pas quand de faire des ellipses de temps au milieu d'une série. Enfin, au milieu d'une saison plutôt. Bref. Et du coup, là, on mixe bien entre moments d'action, moments calmes, moments de tension. Et pour moi, bah, c'est parfait. Il n'y a pas besoin de plus. Le point suivant, alors là c'est un point très personnel, c'est que je n'ai jamais pu quitter mes yeux de l'écran pendant que je regardais cette saison. Le truc c'est que quand je regarde un film ou une série, je suis tout le temps en train de faire quelque chose à côté. Soit des fois bah, je vais faire du rangement dans mes affaires, soit des fois je vais trier un peu mes posters pour changer un peu ma déco, soit je vais faire de l'écriture en préparant des futures vidéos, soit je vais faire de l'écriture pour continuer à travailler sur mes projets personnels de futurs romans que j'espère publier un jour. Euh, des fois ça m'arrive de geeker un peu pendant que je regarde un film ou une série, mais globalement, quand je regarde un film ou une série, je suis jamais à 100% devant mon écran, à part quand je suis au cinéma bien entendu. Mais quand je suis chez moi, je suis jamais à 100% devant mon écran. Là, par exemple, euh, quand dans l'après-midi du jour où j'enregistre, je vais aller réviser parce que bah, j'ai un examen tantôt. Je vais aller réviser, je vais me mater des vidéos ou un film et tout pendant que je révise parce que bah, je peux pas travailler sans avoir du bruit à côté de moi. Euh, et pendant que je vais faire ça, bah encore une fois, tu vois, je vais être concentré dans mes révisions avec un film ou une série à côté. Donc je vais pas être à fond dans le film ou la série. Et c'est tout le temps comme ça. Je fonctionne comme ça. Quand je travaillais mon mémoire l'année dernière, et même là quand je vais travailler le mien à la rentrée, eh ben ce sera pareil. Je serai tout le temps en train de mater un film ou une série pendant que je tape mon mémoire. Et, euh, et du coup, ça n'est pas le cas uniquement avec des vieux films ou des vieilles séries que j'ai déjà vues. Ça le fait aussi avec des séries actuelles. Par exemple, quand j'ai regardé Loki, j'étais pas omnibulé pendant à chaque fois les 30 minutes d'épisode de Loki. Il y a des moments où j'étais à fond dedans, il y a des moments où j'étais un peu moins à fond dedans, où je faisais mon truc à côté, et tout ça. Quand je regarde un show de catch pour ma vidéo de catch, bah pareil, je regarde le show. Quand je vois qu'il y a des choses qui m'intéressent un peu moins, bah hop, je fais mon truc à côté, et puis sinon je regarde le show. Par contre là, vraiment, je pouvais rien faire à côté. Pendant cette saison, je ne pouvais pas écrire à côté, je pouvais pas jouer à côté, je pouvais rien faire. J'étais juste devant ma télé en mode putain, ça fait du bien. Ça fait du bien de revenir dans Sweet Home, de voir autre chose que juste la saison 1, parce que si la saison 1 c'est une masterclass, bah, ça fait quand même bien de développer un peu l'univers et de voir d'autres choses. Euh, et du coup, franchement, j'étais comme paralysé devant mon écran pendant cette saison 2, donc ce qui est quand même un très gros point, un très gros bon point même, parce que si je ne pouvais pas décrocher mon regard de l'écran, c'est que la série était quand même très qualitative. Mais après, moi j'ai eu une attache particulière avec cette série, donc ça peut jouer aussi. Si ça se trouve, il y a des gens qui ont regardé la série, qui se sont dit ouais bof, ça me plaît pas, et puis qui sont passés à autre chose, hein. Ça c'est totalement possible. Un autre élément, c'est que certains personnages ont eu des bonnes évolutions. Et je vais prendre l'exemple de Eunyu, voilà, parce que c'est un peu le personnage principal de cette saison 2. Euh, voilà, entre Eunyu qui passe de la petite peste de la série, un peu comme Yesol, qui est la petite connasse de la saison 2,
Eunyu avait un peu ce rôle-là au début, de la petite connasse là qui insulte tout le monde, qui respecte personne et tout. En plus, un peu la fille fragile qu'il faut protéger. Bon, enfin, surtout parce qu'au début de la saison 1, elle se blesse à la cheville, donc elle peut pas vraiment fuir les monstres ou quoi que ce soit, donc il faut tout le temps la protéger, machin. Et du coup, c'est un peu la fille fragile du groupe, hein, parce que à part les personnages secondaires, parmi les autres personnages principaux, t'avais Lee Kyung qui était une femme forte, t'avais Jisoo qui était une femme forte, t'avais l'infirmière, j'ai oublié son nom, qui était une femme forte, et du coup euh, t'avais Eunyu qui était un peu la petite peste, la petite connasse, un peu la fille un peu hautaine, fragile, euh, mais du coup qui elle n'était pas vraiment une femme forte à ce moment-là, et qui du coup va beaucoup évoluer dans la survie, et surtout dans la saison 2 où elle va quand même pas hésiter à menacer carrément un mec de l'armée pour retourner à l'immeuble pour essayer de voir si son frère n'y est pas, mettant tout le monde en danger. Euh, et ensuite, quand on allait 1 an après, t'apprends qu'elle a commis un meurtre. Tu la vois, elle est en mode badass, quoi. Limite, elle pourrait te faire une Lara Croft coréenne avec son style et tout. Parce que franchement, j'aime beaucoup son style dans la saison 2. Mais ça fait très style aventurière, Lara Croft et tout. Franchement, j'aime beaucoup. Mais on se rend compte qu'elle a beaucoup évolué, que c'est 1 an au niveau du stade et les catastrophes qui sont passées au niveau du pont à leur arrivée au stade et tout, tu sens que ça l'a impacté. Le soi-disant meurtre qu'elle a commis, le fait qu'elle ne retrouve toujours pas son frère qui la taraude tout le temps. Et tout ça l'a fait évoluer vers une version d'elle vraiment badass. Et le fait qu'en plus elle soit tout le temps protégée, elle la rend encore plus badass parce qu'elle sort, elle revient au stade, elle est jamais blessée. Les gens ils sont en mode putain, mais c'est qui celle-là, comment elle fait, ce qui lui donne encore une aura un peu plus badass parce que bien sûr elle ne le dit pas qu'elle est protégée. Parce que de toute façon, même elle ne sait pas qui la protège. Mais franchement, j'aime beaucoup le personnage de New. Je l'ai trouvé vraiment intéressante. Déjà que je l'aimais bien dans la saison 1, parce que j'aime bien ces persos-là, un peu relous et tout. Parce que j'aime bien, dans le cas par exemple de Eunyu ou encore de Yesel dans la saison 2, c'est que ce sont des persos qui sont des connasses, mais où dans le fond, elles sont pas si mauvaises que ça. Par exemple, Eunyu, elle se comporte comme une connasse envers tout le monde parce qu'elle veut pas montrer de gentillesse, puisqu'elle se sent coupable de choses qui est arrivées dans son passé. Et Yesel, pareil, tu sens que c'est une connasse parce qu'elle profite de son statut. Et dès qu'elle redescend de son statut, ben tu sens que voilà, elle est moins conne, quoi. Elle devient un peu plus, comment dire, un peu plus aidante, un peu plus normale. Bon, avec toujours un caractère très fort, mais c'est plus la même, quoi. Ou même la relation avec sa sœur, tu sens que dans sa relation avec sa sœur, tu vois, elle a quand même une certaine humanité, quoi. Contrairement à des persos qui en ont vraiment zéro humanité dans cette série. Et voilà. Du coup, on a quand même des persos bien développés dans cette série. Et pour terminer sur les bons points sans spoil, c'est qu'on a quand même quelques bons nouveaux personnages. Alors j'ai déjà beaucoup parlé de Yesel parce que j'ai beaucoup aimé ce personnage-là. Mais il y en a d'autres, hein. Même si elle est assez peu développée, on peut quand même mentionner la chef. La chef, alors elle a pas de nom, c'est soit la chef soit maman, mais elle a pas de nom, vraiment. Et elle, je l'aime bien parce qu'elle me fait penser à une Nuke. Elle est moins développée, moins intéressante pour l'instant que Nuke, justement parce qu'elle est moins développée. Euh, mais j'aime plutôt bien le personnage. J'aime beaucoup le personnage de Park Chan-young, du coup, qui est le fameux soldat, donc un des soldats que Eunyu va menacer au début de la saison 2, et qui ensuite ils vont devoir survivre un peu ensemble. Ils se retrouvent tous au même stade, et on comprend vite que Park Chan-young est tombé amoureux de Eunyu depuis qu'il l'a rencontré, hein, ça se sent. Euh, Sauf que euh, lui, en fait, il pense que Eunyu, la personne qu'elle recherche, c'est une personne dont elle est amoureuse. Lui, il ne sait pas que la personne qu'elle recherche,
bah, c'est son frère. Il fait que lui, en fait, il est amoureux d'elle, sauf qu'il se dit qu'elle, elle est presque mettre en danger pour un autre mec, donc il n'ose pas dire qu'il est amoureux d'elle, alors que bah, en fait, il pourrait clairement lui dire, parce que bah, ce qu'elle recherche, c'est pas un copain, c'est son frère. Donc, mais ça, il le sait pas vraiment. Euh, et du coup, le perso est assez intéressant parce qu'il passe au début d'un soldat qui obéit aux ordres, voilà, qui va même laisser des gens en danger et tout parce que bah voilà, il y a les ordres et tout, à un personnage voilà qui va même désobéir à des ordres, qui va même quitter le camp et disparaître pendant plusieurs jours pour suivre sa propre voie. Donc j'aime bien. Ce personnage-là, je l'aime bien. Je sens que dans la saison 3, il va encore plus évoluer, être un peu plus intéressant, puisque, ben voilà, euh, c'est quand même un des personnages principaux. Et un autre personnage que j'aime beaucoup, c'est le sergent Tack, pareil, qui évolue pas mal pendant la série. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est sa monstérisation où tu vois avec ces moments badass en mode monstre, enfin pas en mode monstre, mais vous savez, comme dans la saison 1, quand, quand Yunsu tombait sur la version de lui-même, là, avec les yeux noirs, en mode bien badass, bien terrifiant et tout, avec le côté sombre en fait de ta personnalité, quoi. Et c'est ce qui se passe avec le sergent Tag, parce que le sergent Tag, c'est quelqu'un qui est prêt à tout aussi pour protéger la colonie, pour protéger tout le monde, voilà, qui veut mettre le moins de personnes possible en danger, qui a quand même une certaine humanité avec les monstres. Euh, et, euh, et du coup, quand c'est lui-même qui se retrouve confronté à tout ça, ben, c'est hyper intéressant quand tu vois sa version de lui-même euh, dans sa tête qui essaye de le pousser à se transformer. J'aime trop ces scènes-là, elles sont incroyables. Donc franchement, il y a des bons persos. Il y a des bons persos de cette saison 2 que je trouve vraiment très cool et que j'ai hâte de voir encore être développés durant la saison 3. Du coup, on va passer à une partie spoil. Donc si vous voulez pas être spoilé, bah allez soit à la conclusion, soit vous pouvez arrêter la vidéo là, hein, c'est pas très grave, de toute façon la conclusion en général il n'y a pas grand chose d'intéressant à part un bilan, mais en soi j'ai déjà dit au début de la vidéo ce que j'en pensais. Et sinon, bah, si on se retrouve en conclusion, je vous mettrai quand même le petit timecode de la conclusion. De toute façon il y a les chapitrages hein, qui peuvent permettre d'aller d'un point à un autre plus facilement. Euh, mais voilà, en tout cas ici, par la suite, on va spoiler deux éléments. Du coup, le premier élément spoil que j'aime bien, c'est le travail de relation entre monstres et humains qui est toujours bien. Surtout, on l'a à travers deux personnages. On l'a toujours avec Yunsu, bien entendu, un Yunsu qui est ce monstre atypique qui pense que les humains et les monstres peuvent coexister, peuvent cohabiter. Voilà, même s'il reste à vivre avec un monstre dans la saison 2, il protège quand même Eunyo, donc il protège quand même une humaine contre d'autres monstres. Et ça, c'est vraiment intéressant. Euh, et ça, on l'avait déjà dans la saison 1. Hein. Dans la saison 1, on avait déjà ce rapport entre des gens qui essayaient de faire confiance aux monstres, des gens qui ne faisaient pas confiance aux monstres. Et dans cette saison 2, on continue là-dessus avec toujours des personnages anti-monstres, des personnages pour, enfin pas pour les monstres, mais qui vont quand même avoir une certaine humanité envers eux, dont le sergent Tack. Hein. On le voit dans les premiers épisodes quand il découvre le monstre qui protège un bébé. Bah, le sergent Tack va laisser le bébé monstre s'enfuir en disant que l'unité Corbeau, elle est là pour tuer les monstres qui tuent les humains, que les monstres qui ne font de mal à personne n'ont pas à mourir, et ça, c'est une mentalité qui est assez rare dans Sweet Home. Hein. En général, c'est les humains on tue les monstres on tue les humains, et puis c'est tout. Alors que tu as quand même des gens comme Yutsu ou le sergent Tak qui sont un peu plus mesurés. Voilà, t'as Eunyu aussi qui est très mesurée parce que bah, elle était amoureuse de Yutsu dans la saison 1. Elle est quand même à la recherche de son frère qui est très possiblement un monstre également.
Euh, donc, euh, donc on a quand même ces relations-là qui sont travaillées. On a Yi-Kyung qui a donné vie à un monstre. Voilà, donc on a quand même à nouveau une relation mère-monstre, mère-enfant monstre, qui est assez intéressante, plutôt bien développée, hein. C'est une des rares parties qui est très bien développée, que j'ai bien aimé. Euh, donc franchement, ce travail-là est toujours très bien. Et t'as même d'un côté le scientifique qui lui préfère les monstres aux humains. Alors comme ça, lui, c'est assez différent de la plupart des humains. Mais voilà, t'as plein de petits caractères comme ça. Ils sont pas hyper nombreux à être dans l'entre-deux. Euh, mais, euh, mais voilà, il y a beaucoup de persos assez intéressants. Ce travail-là est toujours hyper intéressant. Et on verra dans la saison 3 comment ça se développera. Et le dernier point dont on va parler dans cette vidéo, c'est le teasing de la fin, qui est à la fois excellent et en même temps hyper frustrant. Et oui, parce que à la fin de la saison 2, il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses. Déjà, on a Yi-Kyung qui est transformé en monstre par sa fille. Déjà, ça, c'est un truc de dingue. Yi-Kyung qui est en train de mourir, sa fille la transforme en monstre. Et du coup, un monstre quand même assez dangereux. Et du coup, Yun-Soo te donne la mission de stopper Yi-Kyung avant qu'elle se mette à faire du dégât. Tu dis, ok, ça va être intéressant pour la saison 2. D'un côté, tu as le scientifique qui tombe sur Sangwook, qui fait enfin son retour, parce qu'il avait disparu depuis l'ellipse, hein, on l'avait pas revu. Et, euh, et ce dernier qui tombe sur le scientifique, enfin du moins qui le piège, hein. Et on comprend, si j'ai bien compris, que en fait MH1, le premier patient du scientifique, en fait était un de ses amis, et que du coup maintenant Sangwook est là pour se venger des tortures qu'il a subies de la part du scientifique. Et ça, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Pareil, début de saison 2, on te promet de voir les autres monstres atypiques, machin, Sangoku il est là, vas-y, on va y aller, je vais te les présenter, je vais te les montrer et tout, tu vas comprendre pourquoi toi aussi t'es un atypique et tout. Et au final, boum, on passe à l'ellipse. Et là, tu sors de l'ellipse, et enfin à la toute fin, euh, parce que tu as des soldats qui doivent en sauver un qui s'était exfiltré, enfin qui avait fui une mission pour trouver des médicaments pour sa meuf qui a apparemment le sida. Euh, du coup, il avait fui. Tu as une petite unité qui retrouve son emplacement, du coup, qui va pour le sauver. Et en fait, en allant pour le sauver, ils se font capturer et piéger par les monstres atypiques. Et du coup, on se dit enfin les monstres qu'on avait prévus, enfin qu'on nous avait enfin pas présentés, mais mis en avant en début de saison. Enfin, on les voit et du coup, on les verra surtout en action dans la saison 2 et ça sera plutôt intéressant. Euh, et surtout, le teasing, le plus gros teasing pour la saison 3, c'est Eunhyuk. Eunhyuk qui est bel et bien devenu un monstre, et très certainement un monstre atypique, puisqu'il a toujours euh, sa forme humaine. Et là, tu te dis, t'as trop envie de voir ça. T'as trop envie de voir Eunhyuk. C'était le personnage le plus intéressant, enfin pas le personnage le plus intéressant, mais l'un des personnages les plus intéressants de la saison 1. Le mec, il était incroyable. C'est un des meilleurs persos de la série, je l'ai déjà dit avant. Mais pendant toute la saison 2, t'as cette attente-là, en mode est-ce que c'est lui qui protège New et tout. Bon, tu comprends vite que non quand tu vois le mec qui a tué le chef, enfin le mari de la chef. Euh, mais pendant longtemps, t'es là en mode est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, machin. Quand il retourne à l'immeuble, tu dis est-ce qu'ils vont tomber sur lui ou pas et tout. Et jamais tu le revois, jamais. Et là, à la toute fin, tu termines la saison 2 sur l'immeuble et là, qui tu vois, Eunhyuk qui sort de l'immeuble et tu dis ah les salopards, les salopards. Si en plus tu vois un cocon qui s'ouvre, là tu vois, boum, tu vois quelqu'un qui tombe, un mec à poil, tu te dis qui c'est ça. Et puis là, quand tu le vois, tu dis enfin,
enfin. D'un côté, tu dis enfin, en même temps, tu dis quelle bande d'enculés quand même. Parce qu'ils ont attendu la toute dernière seconde pour enfin nous donner ce que je pense une majorité des fans de Sweet Home attendaient. Je pense que l'apparition de Nuke, je pense qu'on était beaucoup à l'attendre et, euh, et nous le donner qu'à la toute dernière seconde. Parce que là, tu le vois, il est pété de classe, il a un charisme de fou. Et là, tu passes en mode hey, la saison 3 sera l'été prochain. Tu dis bande d'enfoirés, il va falloir attendre 6 mois pour voir ce qu'ils vont faire de Unuk et tout. Enfin, c'est chaud. Et en même temps, c'est juste trop cool de le revoir parce que c'est obligé quoi. Ils auraient pas pu tuer un personnage aussi cool, aussi intéressant que Nuke, c'est impossible. Pour moi, c'était évident qu'il allait revenir. Je sais pas sous quelle forme ni comment, mais pour moi, c'était évident qu'il reviendrait. Et j'avais raison, donc je suis content. Mais maintenant, j'ai envie de voir ce qui va se passer pour lui. Et bah, malheureusement, faut attendre l'été prochain avec la saison 3. Voilà. Donc, on va enfin passer à la conclusion, hein, il est temps. Parce qu'elle est quand même un peu longue cette vidéo. Après, je dois vous avouer que quand on avait fait la vidéo de la saison 1, elle était beaucoup plus longue. Mais malheureusement, on n'a jamais pu la sortir parce qu'on avait mis des extraits et que du coup, bah, on ne pouvait pas les utiliser. Et finalement, on l'a jamais sorti la vidéo de la saison 1. Mais de toute façon, avec le Maître de la Calypso, on a tellement aimé cette série que on fera des vidéos épisode par épisode. Voilà, je vous ai déjà parlé d'un concept qui va venir à partir de 2024 où on reviendra sur d'anciennes séries qu'on a adorées et forcément Sweet Home fait partie des séries dont on parlera ensemble avec le Maître d'Anacalypse parce que c'est une série qui nous a beaucoup marqué tous les deux. Euh, du coup, voilà. J'ai juste envie de conclure en disant une chose, c'est que j'ai donné beaucoup de points négatifs sur cette saison 2. Ce qui donne l'impression que je n'aime pas la saison 2. Ce que je peux tout à fait comprendre, si quelqu'un passe par là, il se dirait putain, ce mec, il aime pas la saison 2, machin. Ce qui est totalement faux. J'aime beaucoup la saison 2. Mais si vous avez bien écouté ce que j'ai dit, c'est que la plupart des défauts que j'ai trouvés sont des comparatifs de la saison 1. En fait, c'est juste que je trouve que la saison 2 est moins bonne que la saison 1. Est-ce que ça en fait une mauvaise saison? Non. La saison 2 est très bien. Mais forcément, si on compare à la saison 1, bah, la saison 1, elle est. Je suis désolé, mais elle est 1000 fois mieux, la saison 1. Beaucoup plus impactante, beaucoup plus étouffante, beaucoup plus émotion. Pour moi, la saison 2, elle est mieux dans quasiment tout, à part dans le développement de l'univers, parce que bah, dans la saison 1, on est enfermé, alors que là, on sort, on découvre un peu plus de l'univers de Sweet Home, en dehors de l'immeuble où ils étaient. Euh, et du coup, ce qui fait que la saison 2 en elle-même, en fait, a peu de défauts en réalité, à part quelques persos mal développés, et sa structure en soi, elle est très bien en fait. C'est juste que la saison 1, pour moi, est meilleure. C'est tout. Euh, et ensuite, on verra la saison 3. Je pense que la saison 3, comme elle sera connectée énormément à la saison 2, elle sera déjà moins floue et sûrement très bonne également. Du coup, j'attends que ça avec impatience, la saison 3. euh, qui, du coup, on a eu du teasing à la fin de la saison 2 qui était incroyable. Donc, hâte de voir ce qui va se passer. Et, euh, Et encore une fois, hein, s'il y a bien un argument que j'ai utilisé qui montre à quel point cette saison 2, bien que j'ai dit beaucoup de défauts, est très bonne, c'est que bah, j'ai jamais réussi à décrocher de mon écran. Alors certes, j'ai pu faire des pauses, hein, voilà, je suis pas resté 8 heures d'affilée devant mon écran. Voilà, mais dès que je lançais un épisode, je pouvais rien faire. J'étais devant mon écran, je pouvais rien faire d'autre. J'étais juste omnibulé par ce qui se passait parce que c'est trop bien. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette série, de cette saison, si vous avez beaucoup aimé ou pas, si comme moi vous trouvez que la saison 1 est meilleure que la saison 2, enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, peu importe l'avis que vous avez de cette série et surtout de cette saison 2. Et sinon, bah, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je ne sais pas, enfin si, je vais dire je ne sais pas de quoi je vais parler prochainement, mais ici il y a quand même
Il y a quand même Percy Jackson qui arrive. Moi, je suis un énorme fan des romans de Percy Jackson. Donc forcément, je vais parler de la série télé. Et en plus, il y a les What If, normalement, la saison 2 de What If qui arrive aussi. Donc prochainement, il va y avoir des petites choses intéressantes avec Percy Jackson et What If. Donc voilà. Sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.